Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Est-ce que je t'ai déjà parlé du paresseux ? Tu t'en souviendras, crois-moi. Le paresseux est cet animal hors du commun qui se déplace à une extrême lenteur. Comment j'en suis arrivée là ? C'est au détour d'une conversation avec mes filles. Chacun ses discussions, tu me diras. On a complètement tripé sur le fait qu'il ne descende qu'une fois par semaine de son arbre pour faire ses besoins. En mode « Ah bon ? Mais non !» Si. Il y a 2 raisons à cela. L'une, c'est qu'il a une digestion très lente. Alors vraiment très lente. 15 jours pour digérer son repas de feuilles, qui sont très peu nutritives. C'est un peu l'image inverse du bol d'énergie. Il digère lentement donc. Ses crottes qui sont à la fin de la digestion attendent tranquilles leur tour. 8 jours. Il faut qu'il s'économise, il l'a compris. Il prend son temps. En outre, lorsqu'il descend, il est en position de vulnérabilité extrême, car il est assez nul en déplacement au sol. Ambiance 40 mètres en une journée. Il rampe à la vitesse d'un escargot. S'il fait la course avec un escargot, on est d'accord que c'est assez peu probable, mais c'est là que réside tout le pouvoir et l'intérêt de l'imagination. S'il fait la course avec un escargot, il n'est pas du tout sûr de gagner. Tu te demandes pourquoi il descend si ça le rend vulnérable. Imagine 40 mètres par jour face au jaguar. Voilà. Ce serait pour permettre aux papillons qu'il abrite dans son pelage de pouvoir pondre dans ses crottes. C'est une étude scientifique qui a établi cette conclusion. Personnellement, je n'ai aucun avis sur la question. Je me dis juste qu'il a un méga engagement envers ses papillons. En échange, les papillons lui ramènent de l'azote. Un deal est un deal. Ah, dernière info sur cet animal étrange. Il a jusqu'à 10 vertèbres cervicales. Ça ne te fait pas réagir de ouf, mais sache qu'il est le seul mammifère de la planète dans ce cas. Tous les autres, toi et moi compris, en ont 7. L'avantage, ça lui permet une rotation de la tête à 270 degrés. L'avantage, je ne sais pas. Peut-être qu'il voit mieux ses ennemis arriver. Je trouve qu'au-delà de ses particularités uniques, il est un véritable hymne à la lenteur. Salut, épisode 38. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Vincent Trapineau. Game designer freelance jusqu'en 2021, il est actuellement CEO et fondateur de la start-up Vendesoft NoClash. Il t'emmène dans son univers pour parler Ikigai, puisqu'il fait partie de ces personnes incroyables qui ont répondu à mon appel à témoignage. Partant de l'ikigai, il s'est interrogé sur les dynamiques d'équipe et a cherché des outils, des réponses qui optimisent la synergie de groupe. Tu vois, une pyramide est en train de se construire dans ta tête. En 1, se connaître, explorer son histoire pour apprendre à s'aimer. En 2, trouver son ikigai. En 3, trouver sa place au sein d'une équipe. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Allez, salut Vincent. Écoute, je te remercie infiniment d'être présent avec nous aujourd'hui. Je pense que tu as la folie ou l'inspiration de nous dire oui pour parler d'ikigai. Et je vais commencer par une première question que les gens adorent. Qui es-tu ? Merci à toi de m'inviter. Moi, je suis Vincent Trapineau. Je suis game designer à la base et aujourd'hui, en fait, CEO de la société Vendesoft qui met en avant le produit NoClash.
NoClash, en fait, c'est une solution qui permet d'anticiper les relations intersociales au sein des groupes de personnes. Bon, c'est bien compliqué, mais en gros, ça veut dire que on a une solution de cohésion et pour améliorer en fait la synergie des équipes, tout simplement. Ok, comment est-ce que tu en es arrivé là, à créer quelque chose qui te semblait répondre à une demande? Ça fait depuis 2003 que je suis designer produit freelance, comme je viens de le dire, et que j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler donc dans des ETI et des entreprises où j'intervenais en tant que designer externe, c'est-à-dire que j'allais dans les bureaux d'études et j'étais confronté en fait aux différentes équipes que je ne connaissais pas. Et je me suis aperçu pendant plus d'une vingtaine d'années que l'équipe c'était vraiment la pierre angulaire de tous les projets, c'était la réussite de chaque projet. Et s'il y avait on va dire des choses à améliorer, il fallait s'encourager les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte d'aller plus loin, d'aller plus fort pour avoir un produit qui soit lui aussi très très fort. Donc en fait, c'est vraiment une constatation terrain, c'est vraiment une constatation terrain puisque pendant 20 ans, je me suis aperçu que l'équipe était le cœur et bien souvent, il y avait des tensions, des conflits, des petits couacs et c'est tout à fait naturel parce que nous sommes pas tous forgés en fait à la communication non violente ou à la bienveillance et du coup ça emmène vers des situations exotiques et c'est ce qui m'a amené en fait il y a maintenant 2 ans à travailler sur un projet pour augmenter la synergie de groupe parce que oui j'ai la conviction qu'on peut créer des belles équipes et piloter en fait des équipes vers un devenir gagnant on va dire. Voilà. Écoute, je trouve ça vraiment assez passionnant ce que tu racontes parce que cette histoire d'équipe, ça me paraît fondamental sur le plan humain, bien entendu, mais aussi sur le fait de se dire que lorsqu'on peut être soi-même assez épanoui dans son individualité, alors le travail en équipe, il peut devenir complètement génial. Ça me paraît vraiment être un fondement pour pouvoir avancer parce que tout seul, évidemment, on peut aller à une certaine distance, mais à plusieurs, c'est vraiment la synergie. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu racontes. Est-ce que tu pourrais développer une des solutions concrètes que tu proposes pour que ces équipes fonctionnent de façon harmonieuse ou plus harmonieuse? Tout à fait. On a 2 approches chez Vendesoft, chez NoClash. C'est la première, les sociogrammes de Moreno. Les sociogrammes de Moreno, c'est des travaux qui datent de plus d'un siècle maintenant et qui ont vraiment du résultat et qui sont utilisés dans les entreprises ou chez les psychologues ou même les écoles en fait aussi pour créer des bonnes équipes. Puisque avec ce genre de process, on a 93% minimum de personnes qui ne veulent plus changer d'équipe, qui sont satisfaits. Donc on limite le turnover. Mais c'est pas seulement ça, c'est bien plus. Comme par exemple, il y a toujours des personnes isolées dans des groupes. Eh ben là, on arrive en fait à ne plus avoir cette chose-là. On a vraiment du résultat très intéressant. Et sinon, l'autre approche, c'est pouvoir constituer des groupes avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc c'est faire de la proposition en fonction d'une situation actuelle. Par exemple, on a 2-3 personnes et on veut savoir si le nouvel entrant va bien s'entendre ou comment optimiser justement les relations avec le nouvel entrant. Donc voilà nos 2 outils. J'étais en train de réfléchir pendant que tu racontais ça, que ça doit être finalement c'est une donnée qu'on n'a peut-être pas toujours prise en compte ou voire jamais, de se dire comment un groupe peut fonctionner tel qu'il est, sans forcément se dire l'équipe ne peut fonctionner que par choix, mais une fois que l'équipe est constituée parce que on a fait appel à des compétences ou à certains types de métiers ou certains types d'interventions, comment est-ce qu'on peut faire à partir de cette donnée-là pour que ça fonctionne? Et je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant parce qu'on part de l'existant et on se dit comment faire en sorte que chacun ait sa place et optimiser le fonctionnement de groupe. Donc vraiment, ça me parle parce que je me dis que si on arrivait à faire ça, non seulement au milieu de l'entreprise, mais qu'on pouvait l'adapter dans les familles ou dans plein de groupes qui sont constitués de façon soit naturelle, soit de façon professionnelle ou autre, ça serait quand même assez génial. Tu as entièrement raison parce qu'il faut savoir que 80% des étudiants ratent leur première année. 80%, ça représente énormément de gens quand on sait qu'il y a plus d'1 million d'étudiants. Donc effectivement, pourquoi ils ratent? Parce que peut-être qu'il n'y a pas la bonne synergie de groupe, parce que les gens ne s'aident pas les uns les autres, parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité aujourd'hui, tout simplement pas parce qu'on le veut pas, mais parce que on fait des groupes au hasard.
vraiment au pif au mètre, au lieu d'utiliser la data, de comprendre ce que veut l'autre. Et c'est là en fait qu'intervient l'ikigai, c'est savoir la mission de vie de chacun. Et ça, il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, on a la technologie avec notamment l'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser toutes ces datas et trouver en fait les personnes qui matchent ensemble et qui sont là pour construire en fait quelque chose de commun et avoir la même mission en fait. Donc effectivement, c'est un outil qui peut être très utile, aussi bien pour faire une équipe de foot que pour les étudiants et les écoles. Et donc pour répondre à ta question, comment ça se passe? Tout simplement, c'est la connaissance de soi avant tout. C'est vraiment se connaître soi-même pour mieux vivre ensemble en fait. Et c'est marrant ce que tu racontes. En fait, ça me rappelle complètement une anecdote donnée par Bruce Lipton, qui a écrit La biologie des croyances, et qui donne une anecdote un peu comme ça, justement parce qu'il a été amené à un moment de sa vie à aller enseigner avec un groupe d'étudiants qui étaient censés devenir médecins, mais qui étaient vraiment les outsiders, quoi. Donc c'était pas du tout le profil d'étudiants qui était censé être les profils gagnants. Et en général, on connaît assez bien le milieu médical pour avoir beaucoup de tensions et de compétition au sein des étudiants. Et donc, il se retrouve, lui, face à ces étudiants qui n'ont pas du tout les profils d'apprenants classiques, qui ont parfois des parcours très divers et variés. Et il se retrouve vraiment face à un challenge de dingue. Et lui, en fait, il mise tout sur l'esprit de groupe. Dans son expérience, il mise tout sur l'esprit de groupe. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec l'esprit de groupe, alors pourtant, ils partent vraiment pas gagnants, tout le monde réussit. Juste parce qu'à un moment donné, il a créé la synergie, quoi. Donc c'est vrai que ça me parle vraiment ce que tu racontes, parce que finalement, si on changeait juste ce regard-là et cette approche-là et ce type de relation-là, on se rend pas compte à quel point tout le monde pourrait être gagnant quelque part. Je suis entièrement d'accord avec toi et pour répondre plus en profondeur à ta question et ta remarque, en fait, chez No Clash, on a pour conviction de faire en sorte de développer ce qu'on appelle la maxi skills et non pas la soft skills qui sont les conséquences. Et cette seule skills, en fait, qui est importante, c'est l'amour de soi et comprendre qu'il faut s'aimer soi-même, faire des choses qui sont bonnes pour soi. Et quand on fait ça, en réalité, on est vraiment aligné avec sa mission de vie et on n'a plus besoin de management, on n'a plus besoin d'être recruté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait ce qui est bon pour l'équipe, on devient force de proposition, on aime ce qu'on fait, on s'épanouit, on est vraiment dans une qualité de vie au travail qui est juste exceptionnelle. Et effectivement, les outils comme les sociogrammes de Moreno, donc si ça a l'air compliqué, sociogramme, on n'entend pas souvent parler de ce mot-là. Aujourd'hui, c'est utilisé dans le gaming pour faire justement des bonnes équipes, donc c'est en train de se répandre un petit peu partout. Et donc, il y a vraiment l'amélioration de la satisfaction personnelle des équipiers, la diminution de la rotation du personnel, ça on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment ce côté satisfaction qui est important. Et du coup, ça, c'est vraiment le moteur d'une bonne équipe, d'un projet, d'une société et même de la société dans son ensemble et d'une nation, du coup. Écoute, on va arriver tout naturellement à l'ikigai, puisque si on se demande quelle est la raison de nous lever le matin, finalement, effectivement, savoir qu'on rejoint une équipe dans laquelle on se sent bien, on a sa place et qu'en plus on est heureux de retrouver, je pense que ça nous aligne carrément dans notre chemin de vie, tout domaine confondu. C'est quoi pour toi l'ikigai? Comment tu y es venu? Et comment est-ce que tu l'utilises? Alors, effectivement, aujourd'hui, on utilise l'ikigai dans notre solution de façon, on va dire, un petit peu détournée. Nous, on appelle ça le kikigai pour justement impacter et comprendre qu'en réalité, on gagne toujours quelque chose à être soi-même et à être qui on est et être totalement intègre. Pourquoi? Parce que si on n'est pas aligné avec nos valeurs et si on va reculons au travail, en fait, on impacte toute l'équipe, on impacte tout le monde. Et l'ikigai, pour moi, c'est comprendre en réalité l'amour de soi. Et c'est parce que j'avais besoin de comprendre ça, comprendre quelle était ma mission. Parce que j'étais dans un incubateur, on m'a posé quelle était ma mission. J'ai pas compris. Je me suis dit, tiens, c'est quoi une mission, mission de vie? Moi, je réponds à un cahier des charges. Je comprends pas. Donc, c'est quoi la question? En fait, je crois que c'est important de se poser et se dire quelle est ma passion, ma mission, ma volonté et quelle est ma raison d'être. Ce qui nous emmène en fait à la vraie question, est-ce que j'aime ce que je fais? Quand on arrive à comprendre la philosophie de l'ikigai, qu'on la vit vraiment, on ne fait plus de choses qui sont à l'encontre de nous-mêmes. Et en réalité, quand on prend pas soin de soi, comment on veut prendre soin des autres? La vraie mission d'une équipe, c'est arriver à faire en sorte que l'autre puisse comprendre, apprendre et connaître en fait qui il est de façon à pouvoir exprimer le meilleur de lui-même au sein de l'équipe.
Alors, tu vois, je trouve ça vraiment passionnant comme démarche et comme réflexion parce que jusque-là, on en arrivait à l'ikigai. Avant d'arriver à l'ikigai, on était en train de se poser la question qui suis-je? Parce que c'était une réflexion qu'on avait avec les deux intervenants que j'ai interviewés sur l'ikigai, c'est de se dire si tu ne t'es pas un minimum posé de questions sur ton chemin de vie personnel, sur qui tu es, si tu ne sais pas mettre des mots sur ce pourquoi tu es doué ou sur ce que tu aimes, qui paraissent être des questions assez simples mais qui peuvent être très difficiles, alors tu ne pourras pas définir quel est ton ikigai. Il y a vraiment d'abord un questionnement préalable finalement qui est de se dire qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Mais pourquoi je suis bon? Et de reconnaître cette valeur-là en fait. Et ensuite, on peut arriver à l'ikigai. Et peut-être que l'étape suivante, finalement, c'est celle que tu es en train de mettre en place, c'est de faire un ikigai, mais au niveau du groupe. Tu vois? Tout à fait. Et je trouve que finalement, on est en train de monter, pas en compétence, mais en degré de complétude, dans le sens où l'humain, finalement, qui est quand même un animal social par essence, il est amené, en se connaissant mieux, à trouver sa place et à trouver sa place parmi les autres. Donc, je trouve que c'est vraiment passionnant d'avoir l'impression, tu vois, de monter une espèce de pyramide comme ça, et surtout de porter un regard radicalement nouveau sur justement c'est quoi l'être humain et c'est quoi vivre avec les autres. Tout à fait. Et comme tu l'as fait remarquer, chez No Clash, en fait, on fait des sociogrammes 3D. Donc, c'est ni plus ni moins que des échiquiers, un damier sur lequel on pose les individus les uns par rapport aux autres en fonction de leur affinité et de leur synergie. Donc, on a développé ce qu'on appelle le Synergy Score, qui permet de voir, en fait, si on est une bonne équipe ou pas, si on est un bon binôme, un bon trinôme, etc. Mais la compréhension du groupe, elle passe avant tout par cette fameuse phrase qui était sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les autres. Et je pense que l'ikigai, cette philosophie de vie japonaise où on doit trouver l'équilibre de sa vie, c'est plutôt se trouver soi-même et ça devrait être enseigné effectivement dans toutes les écoles et les universités. Oui, ça me paraît complètement fondamental d'avoir cette notion de s'aimer soi-même. Moi, je t'avouerai que dans mes séances, souvent de fois, quand les personnes me parlent de beaucoup d'énergie qui est consacrée aux autres, souvent parce que ça nous paraît plus essentiel ou plus facile, je ne sais pas, d'aller sauver l'autre en fait ou d'écouter l'autre ou de lui apporter un besoin parce qu'on sait mieux l'identifier. En fait, je leur dis souvent, vous savez, la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Et la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et toute énergie que vous consacrez aux autres, si vous la consacrez à votre propre chemin, à développer vos compétences, à développer vos rêves, à développer tout ce que vous avez à donner, alors ça y est, tout va bien en fait. Le reste, c'est pas que c'est secondaire, mais ça s'aligne d'une autre façon. Donc ça me parle carrément ce que tu racontes. Et ça m'amène à une question que je voulais te poser tout à l'heure. Comment est-ce que tu définirais toi ta raison d'être? Alors, c'est simple. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple pour moi, mais ça m'a demandé beaucoup de travail. Quand j'étais jeune, c'était inconscient. J'étais un peu dans l'ego, j'étais un peu égocentré, on va dire, et dans une espèce de égologisme. Du coup, en fait, j'étais en désaccord avec moi-même parce que tout le monde me snobait, me ghostait entre guillemets. Il a fallu longtemps pour comprendre qu'en réalité, ma mission de vie, en fait, c'était m'aimer tel que j'étais, tel que je suis, et que tout ce que j'avais eu dans la vie, en fait, c'est parce que c'était Noël pour moi et que j'avais fait ma petite liste et que j'avais eu exactement ce que je voulais. Les bonnes choses comme les mauvaises. Je te remercie infiniment de ton témoignage. Est-ce que je peux te demander si tu as en mémoire, là présentement, un déclic, quelque chose qui t'aurait fait passer justement de ce côté où tu avais l'impression d'être plus dans l'ego à revenir pleinement vers toi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui t'a inspiré, qui t'a appelé, ou une épreuve? Ça peut souvent, on apprend grandement. En fait, je vais te raconter une histoire qui est un peu surprenante. Je suis un peu insomniaque en réalité. J'ai un sommeil qui est très léger et du coup, il y avait une petite tempête dehors. Je suis en Vendée et il y a toujours un peu de vent ici puisque forcément en Vendée, mais ça n'a rien à voir en fait. Je me réveille à 4 heures du matin. Le côté addict aux SMS, aux mails, tout ça, machin. Et finalement, j'envoie un message à quelqu'un en lui disant mais attends, tu as exactement ce que tu mérites parce que c'est Noël aujourd'hui, c'est ton anniversaire. T'as fait la liste au début et t'as exactement ce que tu voulais. Je me suis allongé en fait avec cette pensée qui était un peu naïve et spontanée. Et en me réveillant en fait, c'est comme si j'avais mangé cette chose-là et ça avait nourri en fait mon cerveau qu'en réalité on avait exactement ce que l'on souhaitait, que tout était parfait,
et que en fait tout était lié à nos croyances et que c'était une évidence. En tout cas, ça conforte complètement un certain système de croyances. Je parle souvent de système de croyances. Donc le fait de pouvoir avoir une croyance et de voir un événement qui concourt à justifier ou à prouver que ce système de croyance est valide, finalement c'est comme si ça nous donnait une légitimité dans cette croyance-là. Mais en fait, ça fonctionne dans tous les sens. Il suffit simplement de savoir où est-ce qu'on porte son regard et son intention. Et je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport, on a ce qu'on mérite. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a ce qu'on croit mériter, pour le coup, parce que le mérite, c'est quand même quelque chose de particulier, tu vois. Qu'on a ce qu'on veut, oui, très certainement, mais c'est vrai que dans ce cas-là, une fois qu'on a conscience de ça, et j'aime beaucoup ton anecdote sur ton insomnie, parce que je trouve que dans cet état de semi-sommeil ou de semi-éveil, parfois on a des flashs et des prises de conscience qui sont assez hallucinantes. Mais je me dis, en fait, finalement, que dans toute ton approche, il y a quelque chose qui est très sage, mais qui est très inspirant aussi. Et l'ikigai, c'est aussi ça, finalement. Et c'est ce que disait l'un de mes interlocuteurs récemment, c'est de faire de chaque journée la meilleure journée de sa vie. Tous les jours est la meilleure journée de ta vie. Et si on n'est pas là-dedans, et si on n'est pas là-dedans, finalement, c'est que on se donne pas le moyen d'être la meilleure version de soi-même. Et on passe vraiment à côté de quelque chose qui est extraordinaire. Et tout ce qu'on peut parler de magie, de je ne sais quoi, en fait, ça se situe là. C'est à la fois extrêmement compliqué parce qu'il faut garder le cap. Il faut garder une forme de focus par rapport à cet état d'esprit. Mais en même temps, c'est très simple parce que c'est pas une formule incroyable qui vient de l'extérieur. C'est juste écouter soi, faire quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et savoir vraiment ce qu'on veut. Une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut, alors on est en marche. Je pense que en réalité, la vie, c'est vraiment un cadeau, c'est un paquet de bonbons, c'est une boîte de chocolat, comme disait Tom Hanks. C'est aussi simple que ça dans l'un de ses films, Forrest Gump. C'est aussi simple que ça. Et en fait, je crois que quand on arrive à s'aimer soi-même, à comprendre sa mission de vie, à travailler avec des gens qu'on aime, on arrive dans un espèce de flow qui est juste qu'on voit que des choses que l'on aime, puisque en fait on fait que des choses que l'on aime et on tourne la tête vers les choses que l'on aime. Donc en réalité la vie devient de plus en plus belle et on vit dans une espèce de serendipity, c'est-à-dire de heureux hasard, où en fait on a envie presque de se marrer parce que ça devient tellement beau, tellement joli. Et pour moi, l'ikigai, j'entends aussi une espèce d'équilibre, en fait, j'ai envie de dire, dedans. Et c'est ça, trouver son équilibre, ce qui est bon pour soi, en fait, selon moi. Voilà. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as répondu à mon appel à témoignage sur ce thème de l'ikigai? En fait, je viens juste de te parler de Serendipity. Quand j'ai vu passer un post de toi, je le vois pas comme une info supplémentaire, ou je le vois comme une sérendipité, en fait. Je le vois comme un heureux hasard. Tout ce que je vois, en fait, c'est du heureux hasard. Et je me dis, tiens, c'est l'univers qui m'envoie ça. C'est une espèce de loi d'attraction, on appelle ça comme on veut. Et je regarde et j'écoute tes podcasts. Je me dis, waouh, c'est génial et tout. Et du coup, je t'ai contacté parce que je voulais te communiquer une personne qui, pour moi, est très inspirante et que les gens auront peut-être, j'espère, le loisir de découvrir à travers tes podcasts. Et tu m'offres la possibilité de témoigner de ma joie de vivre et de ma raison de vivre, qui est aujourd'hui la cohésion et les synergies entre les individus. Donc, on a créé une super synergie tous les deux et je t'en remercie. Écoute, merci infiniment pour ta réponse. Où est-ce que on peut te trouver sur la toile? Alors, c'est simple. Il suffit d'aller sur LinkedIn et taper Vincent Trapino ou tout simplement No Clash, à savoir NOCLASH.io. Et puis voilà. Ok, c'est parfait. De toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif du sujet. J'ai une dernière question pour toi, Vincent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mon souhait, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça m'a fait penser à Steve Jobs qui disait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et en fait, ce qu'on doit me souhaiter, c'est vivre chaque jour comme si c'était le premier, en fait. Être tout le temps émerveillé, tout le temps curieux, tout le temps fasciné par ce que je vois. Moi, j'ai la conviction que tout peut commencer. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, tout simplement. Je te remercie encore infiniment pour cet échange, pour les témoignages et puis pour ta sincérité.
Je suis ravie de cette rencontre et puis je te remercie encore une fois. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir reçus au nom de toute l'équipe et je te remercie vraiment sincèrement et je te dis à très vite peut-être pour de nouvelles D'autres aventures. Merci Vincent, salut. Alors, prêt pour la suite de l'exploration? Je te prépare une boîte à outils spéciale Ikigai. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message sur ma boîte mail. Les autres épisodes sur l'Ikigai arrivent bientôt, et encore bientôt. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà jeudi. Bye.